Évidemment, il y a toujours du capacitisme qui peut être Hmm. présent là, à différents endroits, autant auprès d'intervenants, de la population en général ou des décideurs. Euh, donc, je pense que un des premières actions, c'est de lutter contre ce capacitisme-là, d'inclure plus les personnes qui ont une déficience intellectuelle aussi dans nos activités. Nous-mêmes, il faut qu'on montre l'exemple. Bonjour à tous, bonjour Madame Durand-Lot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à notre événement, l'événement de l'APTCCB, le mois des femmes, édition 2025. Donc un mois durant lequel nous invitons les femmes qui s'engagent en faveur de la santé mentale, à s'exprimer et à partager justement autour de leurs projets. Donc merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bien, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, ben, je m'appelle Amélie Durand-Lot, je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. J'ai un parcours dans différents milieux, mais un parcours principalement dans le milieu communautaire au Québec où je me suis impliquée dans diverses causes qui visent à améliorer le bien-être des populations. J'ai aussi travaillé à l'international dans mon parcours et aussi sur la scène canadienne là, auprès d'Inclusion Canada. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille en déficience intellectuelle et depuis 3 ans, je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Super. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de la Société québécoise de déficience intellectuelle, nous parler un peu de ses missions, éventuellement également de ce que vous organisez voilà, dans ce cadre-là? Parfait. Ben, la Société québécoise de la déficience intellectuelle est un regroupement provincial qui regroupe plus d'une centaine d'organisations locales et régionales à travers le Québec. Donc, nous couvrons l'ensemble du territoire québécois. Euh, Notre mission est de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des personnes qui ont une déficience intellectuelle et de leurs proches. Euh, voilà, on organise plusieurs activités. On a une mission qui est axée sur l'exercice des droits des personnes afin qu'elles puissent être incluses dans la société, qu'elles puissent aussi pouvoir déployer leur plein potentiel, avoir une pleine participation comme tous et chacun. Ok, super. Et donc, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, tu me parlais de la semaine justement au Québec de la déficience intellectuelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu Alors, plus? Est-ce que parce c'est que essentiellement une initiative justement locale au Québec et est-ce que c'est plus répandu hors justement du Québec? Et puis aussi, est-ce que voilà, comment est-ce que ça se passe? Quel genre d'action vous organisez à ce moment-là, à cette occasion? Oui, donc la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, on est à sa 37e édition cette année. Donc à chaque année, on a un terme particulier qui est décidé, qui est choisi par la communauté. Donc c'est une semaine qui appartient à, à l'ensemble du Québec. Là, ça n'appartient pas nécessairement seulement à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, mais je vous dirais plutôt à son regroupement. Partout au Québec, du 16 au 22 mars, il va y avoir des activités qui permettent de créer des ponts entre les personnes qui ont une déficience intellectuelle et le grand public. C'est aussi une semaine pour célébrer la déficience intellectuelle, mais aussi revendiquer certains enjeux. Pendant cette semaine-là, donc on a toute une vitrine. Ça nous permet aussi, ça permet au grand public là, de pouvoir s'inscrire dans différents types d'activités. C'est facile d'aller sur le site Internet de la SQDI, notre organisation, pour pouvoir voir quelle activité se trouve euh, euh, dans l'ensemble de la province. Cette année, la thématique, c'est J'avance. J'avance euh, lorsque la société m'inclut. Donc, c'est important. Le J'avance, bon, ça fait référence beaucoup aux capacités des personnes qui ont une déficience intellectuelle, leur désir d'avancer, à leur résilience, à leur autodétermination, donc leur capacité de faire les choix qui les concernent, de prendre leurs propres décisions. Donc, cette année, on a voulu souligner, en fait, cette volonté-là
qui est très présente dans le paysage québécois. Puis en même temps, mais ça nous permet de présenter que malheureusement, il y a des reculs importants dans l'exercice des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, ça aurait pu très bien s'appeler Je recule, mais on a voulu positiver avec un slogan qui est quand même, qui montre justement cette détermination-là de la communauté à s'inclure pour un Québec plus inclusif. Ok, alors ça, je trouve que c'est extrêmement important, effectivement, parce que j'ai le sentiment, alors tu vas me dire si tu partages ou pas, mais j'ai le sentiment que ces derniers mois, années, on est quand même sur un recul, ou en tout cas sur des menaces de recul des droits d'une façon générale. Et malheureusement, ça touche bah, en premier lieu, justement, bah, les personnes peut-être qui ont le plus besoin, justement, de qu'on revendique leurs droits et puis qu'on puisse leur garantir. Oui, tout à fait. Ben, un exemple justement de notre implication là, afin de pouvoir sensibiliser les décideurs et le grand public là à l'atteinte des droits, ben ça a été une campagne en habitation qu'on a menée dans la dernière année, donc une vaste campagne en mobilisation justement pour pouvoir présenter les enjeux qui sont liés à un manque de lieux pour habiter pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, autant en logement de façon autonome qu'en hébergement. Donc, c'est un des sujets que notre organisation touche. Il y a plusieurs autres enjeux. Donc, effectivement, oui, il y a des reculs très importants. Donc, nous, on veut manifester justement que ces reculs-là ont un impact sur les populations qu'on représente. Donc, oui, il y a plusieurs enjeux qui sont alarmants et qui sont grandissants. Mhm. Si tu es OK, j'aimerais, puisqu'on parlait de l'inclusion, j'aimerais qu'on puisse justement revenir un petit peu sur ce sujet. Alors, je vais en profiter pour faire des petits ponts, entre guillemets, entre bah, de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, moi, j'ai travaillé quelques temps, notamment justement dans les écoles et tout ça, pour garantir l'inclusion scolaire des enfants qui avaient une déficience intellectuelle, mais pas que, puisque bah, il y avait aussi des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental sans déficience intellectuelle, comme par exemple des enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, enfin tout ça. Et c'est vrai qu'en France, bah, en ce qui concerne l'inclusion, on est vraiment en retard, entre guillemets, dans le sens où bah, soit les enfants peuvent être inclus dans des classes régulière, je dirais, mais avec des aides, alors matérielles, humaines, voilà, qui sont très limitées finalement. Soit sinon, bah, ils vont être dans des classes spécialisées, mais là, c'est pas vraiment de l'inclusion, j'ai envie de dire, puisque bah, les classes, certes, sont dans l'école, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions, justement, de rencontrer des enfants ordinaires. Voilà. Sinon, il y a après le milieu spécialisé, mais encore une fois, ce n'est pas de l'inclusion, j'ai envie de dire. Alors, et de ce que je comprends, de ce que je connais un petit peu du Québec, enfin, c'est pas vraiment ça, non, c'est pas vraiment ça. Ce qui est plutôt, tu me corriges, hein, surtout, ce qui est plutôt fait, c'est que la priorité, c'est bah, l'enfant dans l'école, finalement, de son secteur, avec après, bah, plutôt en norme, le fait qu'il puisse être dans une classe régulière. Et puis sinon, bah, il y a des classes, justement, pour les enfants ayant des besoins spécifiques, mais toujours dans l'école, justement, moi, j'avais le sentiment que c'était beaucoup, enfin, que l'inclusion était quand même plus garantie qu'en France. Alors, voilà, c'est peut-être confus tel que je le livre, mais est-ce que tu pourrais bah, soit me corriger, soit éventuellement compléter ou clarifier ce que j'ai essayé d'exprimer, s'il te plaît? Oui, ben, je vais probablement te corriger. Oui, Malheureusement, n'hésite je pas. pense qu'on pense toujours que l'herbe, elle est plus verte chez le voisin, mais effectivement, c'est pas le cas actuellement au Québec. On a déjà été, je dirais, parmi les précurseurs de l'inclusion scolaire, là, vraiment pour que les élèves qui ont une déficience intellectuelle puissent être scolarisés dans les classes régulières, comme tous les enfants du Québec. Et on a des lois et des programmes, là, des politiques qui garantissent en fait cet accès-là aux classes régulières dans son école de quartier. Donc ça sur papier, c'est tout beau, tout bien, mais dans la pratique, c'est différent actuellement. Là aussi, il y a un certain recul. Donc nous, notre position, c'est que chaque enfant qui a une déficience intellectuelle puisse accéder à leur école de quartier comme tout autre enfant. Donc si on avait la chance, étant tout jeune, d'aller jouer au parc avec ses voisins, ses
voisines, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas suivre un parcours semblable et aller dans son école de quartier avec ses amis de quartier. Donc, c'est vraiment notre position pour que les élèves puissent avoir une évaluation puis une possibilité d'évoluer dans ces classes-là. Actuellement, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a différentes directions d'école qui, d'emblée, basées sur la déficience intellectuelle, refusent l'accès même à l'école de ces enfants-là sans même les avoir évalués. Donc, nous, on déplore la situation parce que chaque personne, évidemment, qui a une déficience intellectuelle a des caractéristiques qui sont uniques. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que ces enfants-là aient la chance de pouvoir être évalués et ensuite avoir un cheminement qui est semblable à tous les autres élèves de leur quartier. Maintenant, on les dirige souvent, malheureusement, dans des écoles spécialisées ou des classes spécialisées, faute souvent de ressources. Faute de ressources enseignantes ou de personnel scolaire dans les écoles pour pouvoir bien soutenir leur apprentissage. Sinon, c'est aussi faute de financement qui rend l'accès à ces écoles-là difficile. Mais c'est vrai que sur papier, on a des lois, on a des politiques là qui est une politique en fait de l'école de quartier, l'école publique comme premier lieu de scolarisation. Donc, ça reste vraiment un défi pour les familles. Puis on constate qu'il y a de moins en moins d'élèves qui ont une déficience intellectuelle qui évoluent dans des écoles publiques, dans les classes régulières. C'est somme toute vraiment très, très rare. Je pense que on a très, très peu écho de ces situations-là. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'après ça, ces enfants-là, devenus adultes, ben, ont appris aussi à être scolarisés, donc qui ont appris à lire, à écrire, comme tous les élèves, mais aussi qui marchent sur le même trottoir que tout le monde. Et on évite au maximum leur ségrégation parce que ça peut avoir des impacts pendant tout leur parcours de vie. Bah oui, exactement, parce que là, j'allais faire le lien aussi avec un autre enjeu qui est l'enjeu du travail, où effectivement, si on n'a pas pu bénéficier d'une formation, j'allais dire même une formation minimale, c'est-à-dire au moins l'enseignement primaire, voire secondaire, à ce moment-là, il y a un fort risque de se retrouver soit de ne pas avoir accès à l'emploi, soit de se retrouver dans des emplois ou des conditions de vie extrêmement précaires, ce qui va fragiliser d'autant plus les personnes. Oui, Oui. oui, tout à fait. Ben, en fait aussi, les avantages, on pense, on les constate autant pour l'élève qui a une déficience intellectuelle, là, si on fait référence à son parcours scolaire, mais aussi il y a plusieurs avantages pour les élèves qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Tu sais, il faut savoir que ces autres élèves-là, ben, c'est des futurs employeurs. C'est aussi des futurs collègues de travail, donc il faut qu'ils s'ouvrent à la différence aussi tôt dans leur vie. En termes d'employabilité aussi, là encore, il y a d'autres enjeux. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle aspirent à occuper un emploi en contexte inclusif, donc on parle encore de l'inclusion. J'ai toujours l'impression que plus on parle de l'inclusion, c'est parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Si on n'en parlait pas, c'est parce que d'emblée, ça serait pas une problématique. Mais bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais sinon, pour ce qui est de l'emploi, ben, les personnes qui ont une déficience intellectuelle aspirent à occuper un emploi en contexte régulier, en contexte inclusif. Donc, je viens à la définition. Pour nous, un emploi, c'est un travail qui est rémunéré, aux côtés de personnes qui sont pas nécessairement en situation de handicap, auprès d'une main-d'œuvre régulière avec les mêmes avantages sociaux que toutes les autres personnes dans l'entreprise. Donc, pour nous, c'est ça un emploi en contexte inclusif. Donc, on travaille et on est payé pour ce qu'on accomplit, tout simplement comme ces autres collègues. Donc là encore, ben ça reste que le taux d'emploi des personnes qui ont une déficience intellectuelle est très faible comparativement à l'ensemble de la population pour différentes raisons, comme dans plusieurs sphères de la vie, ben il peut y avoir des préjugés ou tout simplement un manque de connaissances sur les réelles capacités de ces personnes-là à occuper un emploi. Mhm. Et là, pareil, j'ai envie de faire un pont avec l'objet de notre événement, justement le mois des femmes, c'est-à-dire le fait d'être à la fois une femme et une femme porteuse d'une déficience intellectuelle qui fait qu'on peut se retrouver finalement à être doublement fragilisé lorsque justement on n'a pas accès à l'emploi, ce qui permet de garantir des ressources financières
mais ce qui permet aussi de se garantir une indépendance et surtout de se préserver, notamment face à certains dangers, comme par exemple le fait de se retrouver sous la dépendance d'une personne proche ou moins proche, qui pourrait à ce moment-là se montrer, j'ai envie de dire, négligente, voire maltraitante. Et c'est vrai que je pense que là, c'est encore plus un enjeu justement pour les femmes d'avoir accès et à l'éducation et à un emploi qui soit payant, justement. Oui, ben ça exacerbe les difficultés, évidemment, là, quand on rajoute plusieurs, je dirais, dénominateurs en termes de... Ça peut être aussi si on est issu d'une autre communauté, on se retrouve, tu sais, en marge. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont souvent les grands oubliés, mais il peut y avoir aussi différents autres facteurs là, qui accroît leur exclusion dans la société. Mhm. Donc, effectivement, oui, c'est préoccupant pour nous. Plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle, je dirais autant des hommes que des femmes, mais ça touche toujours plus des femmes, tout ce qui touche la maltraitance, la violence conjugale. Là aussi, ça touche les femmes et les personnes qui ont une déficience intellectuelle, souvent, sont victimes d'intimidation ou de violence conjugale. Mm. Est-ce que justement par rapport à ça, il y a des chiffres ou des études qui ont été menées au Québec? Enfin, si tu as connaissance des informations. Oui, probablement. J'ai pas exactement les chiffres en tête, donc il y a différentes données, mais je pense que le taux, là, je dirais, d'intimidation, d'agression est vraiment très élevé. Là, je dirais que c'est en haut de 80. La Société québécoise de la déficience intellectuelle, la SQDI, eh ben, ça fait depuis des années là qu'on touche le sujet de la maltraitance, particulièrement la maltraitance envers les femmes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on a déjà organisé dans le passé des journées thématiques qui portent justement sur ces enjeux-là, les enjeux de violence conjugale, mais on touchait aussi également aux notions de consentement, justement, pour pouvoir identifier les situations, pour pouvoir aussi voir ce qui est acceptable ou non. Donc, c'est aussi comment on peut dire non devant certaines situations. Donc, on a souhaité vraiment outiller avec les intervenants du milieu, là, les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et je voudrais qu'on continue activement à suivre ce dossier-là. Par exemple, présentement, on a une formation qui s'appelle Qu'est-ce que la déficience intellectuelle? Donc, ça permet de l'offrir là à différents groupes auprès de certains comités d'intervenants, d'acteurs du milieu qui peuvent rencontrer des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Par exemple, on l'a offert aux intervenants de la ligne aide maltraitance adulte aîné. Donc, c'est une ligne téléphonique. Lorsqu'on est devant ces situations-là, comment on peut s'outiller puis mieux intervenir. Donc, on a sensibilisé cette ligne-là. C'est une ligne gouvernementale où chaque personne peut appeler puis avoir des références pour pouvoir améliorer leur situation. Donc, c'est le genre d'exemple que notre organisation fait. Donc, on forme plusieurs milieux. On a été aussi dernièrement sur un comité, on l'est encore, le regroupement des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales pour qu'elles soient davantage en mesure de bien accueillir les femmes là, qui ont une déficience intellectuelle dans leur réseau. Parfois, ce sont les femmes qui ont une déficience intellectuelle, mais ça peut aussi être très bien leurs enfants qui ont une déficience intellectuelle. Donc, c'est le genre d'initiative qu'on mène à la SQDI. Donc, on offre de la formation. Qu'est-ce que la déficience intellectuelle? Et en revanche aussi, je vous disais en entrée de jeu qu'on a plus de 100 organisations membres de la SQDI. Donc, on forme aussi ces organisations-là sur des sujets qui sont peut-être moins mis en évidence dans leur mission, mais qui sont tout aussi importants. Donc là, c'est sur d'autres sujets, mais par exemple, ça peut être la prévention de l'itinérance, la prévention du suicide, la diversité sexuelle et de genre, pour que la personne, dans son entièreté, dans tout ce qu'elle est, puisse être bien accueillie. Parce qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, évidemment, vous le savez comme moi, ce n'est pas qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, elle a plusieurs autres caractéristiques et elle est évidemment unique. Mm. Et oui, et là, c'est vrai que c'est un autre enjeu. Là, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit tantôt. C'est aussi le fait que les femmes se retrouvent aussi
à être les premières aidantes finalement, parce que tu évoquais, bon bah voilà, les mères d'enfants qui ont une déficience intellectuelle, mais ça peut être aussi les conjointes, ça peut être aussi les sœurs, bien souvent également. Donc oui, ça, je pense que c'est important effectivement de pouvoir également en parler et puis rappeler également qu'il y a peut-être des ressources pour à leur destination, quoi. Oui, tout à fait. Puis il y a un phénomène qui est en émergence. C'est tout ce qui touche le vieillissement en parallèle. Donc maintenant, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont une espérance de vie qui est semblable à celle de la population en général, ce qui n'était pas nécessairement la situation autrefois. Donc les proches aidants, souvent c'est les mamans, qui elles vieillissent et s'occupent de l'adulte aussi qui est vieillissant. Donc, ces personnes-là ont besoin d'un soutien quand on est une personne vieillissante, mais on doit toujours continuer à s'occuper de notre enfant qui est devenu adulte. Donc, évidemment, les parents se trouvent souvent dans des situations d'épuisement. Eux-mêmes ont besoin de davantage de soutien. Donc, on appelle ça le phénomène du vieillissement parallèle. Souvent, ça touche les femmes, mais ça peut toucher aussi les familles, tous les membres de la famille, et souvent, c'est la fratrie qui va prendre la relève. Et tout ça, ce n'est pas nécessairement toujours planifié. Euh, on en revient aussi aux questions d'habitation. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a mené une campagne en habitation qui s'appelle J'ai ma place là, pendant toute une année, et c'est l'enjeu numéro un. Donc, les familles vieillissantes, euh, malheureusement, elles se laissent pas le droit de partir ou peuvent pas partir en paix. Elles sont très, très préoccupées par rapport à l'avenir de leur enfant devenu adulte parce qu'il y a un manque cruel d'endroits pour les héberger où elles souhaitent habiter dans des appartements supervisés ou des logements de façon autonome. C'est super préoccupant parce qu'on voit de plus en plus des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui sont dans des milieux qui sont pas adaptés à leurs besoins. Par exemple, on va les mettre dans des CHSLD, c'est des endroits où on met les personnes en fin de vie. Souvent, la durée d'habitation moyenne, elle est de 8 mois, mais souvent, il peut y avoir des jeunes personnes qui ont une déficience intellectuelle qui habitent parce que leurs parents sont malheureusement décédés. Sinon, mais ça l'amène à des situations aussi de très grande précarité résidentielle ou d'itinérance des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, c'est très, très alarmant, très préoccupant pour les proches aidants. Euh, donc, c'est un sujet qu'on travaille aussi. On a un projet particulier, là, spécial, qui s'appelle Revie. Donc, c'est un projet qui sensibilise le milieu et les décideurs là, justement au vieillissement, puis comment on peut prévenir les signes du vieillissement en adaptant les activités aussi pour ces personnes-là, parce que même dans les organismes communautaires, ben, il y a de plus en plus de personnes qui sont vieillissantes qui participent à leur activité. Donc, comment aussi on mène une vie qui est axée sur la prévention, par exemple la prévention des chutes et tout ça. Donc, c'est un très beau projet qu'on mène en collaboration avec la Fédération québécoise de l'autisme et Proches Aidants Québec. Ok, super. Là, justement, on parlait, bah, j'ai envie de dire depuis le début de l'entrevue, on parle beaucoup inclusion et puis des enjeux autour de l'inclusion et puis de l'autodétermination. Là, au cours justement des différentes actions que vous avez pu mener au niveau de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, est-ce que vous avez identifié justement bah, ce qui pouvait être éventuellement des facteurs favorisant justement l'inclusion, l'autodétermination et est-ce que vous avez également repéré ce qui pouvait éventuellement être des freins à cette inclusion et à l'autodétermination? C'est vraiment une très bonne question. Euh, ben, en fait, évidemment, il y a toujours du capacitisme qui peut être Mm. présent là, à différents endroits, autant auprès d'intervenants, de la population en général ou des décideurs. Euh, donc, je pense que un des premières actions, c'est de lutter contre ce capacitisme-là, d'inclure plus les personnes qui ont une déficience intellectuelle aussi dans nos activités. Nous-mêmes, il faut qu'on montre l'exemple, donc de la place qu'on fait pour ces personnes-là dans la vie de notre organisation. Donc, elles sont très présentes. Toutes nos communications sont dirigées, sont écrites en communication claire Mhm. pour qu'elles comprennent en fait et qu'elles participent aux décisions qui les concernent. Donc ça l'a vraiment amélioré, je dirais, l'implication des personnes qui ont une déficience intellectuelle dans notre vie associative. Donc je dirais que le premier élément, c'est reconnaître que nous-mêmes, on peut être porteurs de préjugés.
Et aussi reconnaître qu'on se doit en tant que société de valoriser le rôle social actif de ces personnes-là. J'explique, puis ça a un lien aussi avec le capacitisme, c'est de reconnaître que les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont pas toujours en position d'être les personnes qui sont aidées, mais peuvent être aussi aidantes et participer activement aux activités de la collectivité. Ensuite, c'est de comment on outille, on sensibilise les différents milieux, les différents endroits pour qu'elles puissent être incluses à part entière. Donc, le rôle social actif, c'est ça. Même tout à l'heure, quand on parlait de la proche aidance, c'est de pas imaginer que la personne qui a une déficience intellectuelle ne peut pas être proche aidante. Souvent, elle se retrouve aussi proche aidante de leurs parents vieillissants, par exemple. Donc, il peut avoir différents rôles que la personne puisse porter et de pas toujours penser que c'est la personne qui a une déficience intellectuelle qui est aidée. Quand on donne la chance, des possibilités aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, souvent, elles vont vraiment nous surprendre. On sait qu'elles sont capables de beaucoup. Oui, il y a des défis, mais je pense qu'au niveau de l'apprentissage, si on respecte leur rythme, elles peuvent apprendre et s'impliquer là, comme toute personne dans la société. Et oui, mais oui, effectivement, et c'est parfait de pouvoir le rappeler. Effectivement, c'est-à-dire que le fait que ces personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent jouer tous les rôles finalement, et que et qu'effectivement, elles ne sont pas limitées à juste le rôle de la personne donc, à qui on vient en aide, quoi. Donc oui, très juste. Oui. Oui, ensuite, ben évidemment, il y a des leviers là qui peuvent faciliter, dans le fond, leur pleine inclusion. Donc, je dirais, nous, en tant qu'organisation, on travaille vraiment à mobiliser le milieu pour qu'on mène conjointement des actions qui sont collectives. Donc, notre slogan même, c'est s'unir pour un Québec inclusif. Donc, il faut qu'on soit ensemble, qu'on parle à plusieurs voix. Donc, ça, c'est un des facteurs qu'on a identifié. Ça prend aussi une volonté politique et ça prend aussi une forte présence dans l'espace public, dans les médias, justement, pour avoir l'appui des personnes qui sont pas nécessairement touchées par la déficience intellectuelle. Donc, il faut que on sorte un peu de nos réseaux traditionnels où on avait l'habitude de collaborer avec d'autres organisations en défense des droits des personnes en situation de handicap. Donc, pour ce faire, nous, on travaille vraiment avec plusieurs partenaires de différents horizons qui ont des enjeux qui sont communs aux nôtres. Donc, qui ne sont pas nécessairement seulement des enjeux en déficience intellectuelle, mais on collabore avec eux justement pour avoir un plus grand poids, une plus grande influence, puis amener des changements pour tous dans la société où on sait que ces changements-là vont être super bénéfiques pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc ça, c'est une autre stratégie qu'on a mis en place, justement. Donc, oui, on a des partenaires dans la sphère du handicap, mais on a des partenaires aussi au-delà. Donc, ça l'amène des nouveaux contenus. On sensibilise ces organisations-là, justement, pour pouvoir faire des sorties là, communes. Puis après, bon, je dirais aussi, c'est la place qu'on offre aux personnes qui ont une déficience intellectuelle. Je l'ai déjà mentionné, mais avec les communications claires, et puis leur participation au groupe de travail, elles sont consultées dans les décisions qui les concernent. Tous nos porte-paroles, par exemple, on a la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Donc, on a une grande majorité de nos porte-paroles, ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle pour que aussi on puisse les voir dans l'espace public, pour qu'on puisse justement briser ces préjugés-là et faire en sorte que la population en général puisse constater là, vraiment réellement qu'elles sont capables de prendre la parole. Il y a une époque où on disait beaucoup, ben on est la voix des personnes qui ont moins de voix, mais maintenant on outille ces personnes-là pour qu'elles-mêmes aient leur voix. Ok, bien. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces porte-paroles? Voilà, qui sont-ils, qui sont-elles, comment est-ce qu'ils interviennent, tout ça. Et puis, voilà, également, comment sont-ils ou sont-elles formés ou comment sont-ils ou sont-elles engagés justement dans ces différentes actions?
Oui, ben nous, on encourage en fait que chacune des sorties là, médiatiques, on soit accompagné de personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, selon les campagnes qu'on mène, on a plusieurs porte-paroles, je vous l'ai mentionné, là, qui ont une déficience intellectuelle. Et selon l'enjeu ou selon la campagne qu'on mène, ben évidemment, tous les porte-paroles, là, je vous dis pas nécessairement seulement ceux qui ont une déficience intellectuelle, on s'assoit ensemble pour porter un message qui est cohérent, qui est harmonieux, pour avoir le maximum d'impact là, dans nos communications. Donc, en amont de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, par exemple, on va s'unir ensemble, on va échanger sur le sujet J'avance quand la société m'inclut, justement pour qu'on soit en mesure d'avoir des répercussions partout en province. Nous, nos porte-paroles ont été choisis sur la base de leur lieu géographique, là où ils habitent. Comme ça, on peut avoir des répercussions dans différents médias, que ce soit des médias locaux, des médias qui sont régionaux, des médias plus à portée nationale. Donc, au niveau national, là, on a un porte-parole on l'appelle notre porte-parole médiatique, mais plus une vedette. Donc, il s'appelle Jean-Marc Généreux. C'est un danseur professionnel, mais qui participe à plusieurs concours à la télévision, à des émissions. Par exemple, au Québec, c'est Révolution. Donc, il est très connu du public. Et lui-même, il est papa d'une jeune fille polyhandicapée qui a une déficience intellectuelle. Donc, lui-même, ça contribue beaucoup à porter le message. Et ensemble, tous nos porte-paroles, on se réunit justement pour avoir un message qui est cohérent, mais aussi pouvoir marteler, répéter le message parce que il faut le dire à plusieurs niveaux pour être entendu. Ok, bien. Bien. Tout ça, c'est super intéressant. Alors, honnêtement, je pense que la majorité de nos auditeurs, auditrices seront plutôt basés en France. Mais voilà, au cas où, est-ce que, éventuellement, je vais poser la question quand même, est-ce qu'éventuellement, s'il y en avait qui voulaient suivre certaines de vos actualités ou certaines de vos actions, est-ce que ce serait possible pour eux, pour elles, éventuellement? Ou, et si oui, comment ou pas? Oui, ben, je pense que vous pouvez toujours vous abonner à notre infolettre. Donc, c'est une D'accord. infolette qui est mensuelle. Vous allez être à l'affût des activités, mais vous allez aussi, par le biais de notre infolette, recevoir aussi des outils ou être informé là, des différentes actions. Vous avez à vous rendre sur le site SQDI, donc www.sqdi.ca pour pouvoir vous abonner à notre infolette. Je fais seulement un parallèle avec Jean-Marc Généreux parce que lui, il est coach à l'émission en France aussi, Je danse avec les stars. Ah Donc, oui, c'est une d'accord. émission qui est très populaire. Ouais. Donc, lui aussi, via sa page Instagram, vous pouvez le suivre là, pendant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Je pense que ses réseaux sociaux sont très actifs, puis c'est un super bon porte-parole, il porte bien le message. Sinon, ben, vous avez avec l'infolette, je pense que c'est le principal, sinon toujours sur notre site Internet. Évidemment, si vous voyez des collaborations, si vous souhaitez aussi qu'on offre la formation Qu'est-ce qu'une déficience intellectuelle, on peut aussi la présenter là à ceux qui souhaitent la suivre. Ben, aux Français de France. Ouais. Donc, En visio, vous du pouvez coup. toujours nous contacter. Vous avez toutes nos coordonnées sur notre site Internet. Nous, ça nous ferait vraiment plaisir de bâtir des ponts là, entre nos, entre nos actions et celles que vous portez en France. Bon, bah super. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. C'était vraiment très riche et j'espère justement que ça aura appris des choses à nos auditeurs, auditrices et puis surtout que ça leur aura donné envie d'aller plus loin et d'aller davantage justement creuser toutes ces informations. Donc merci encore justement d'avoir accepté de participer. Donc, de notre côté, nous arrivons sur la fin de notre entrevue. J'aimerais justement te laisser le mot de la fin, si tu es d'accord. Oui, ben merci beaucoup pour votre temps, pour nous avoir si bien accueillis. C'était vraiment un grand plaisir de participer à cet échange-là. Je pense qu'il y a plusieurs points communs. Tu sais, on vit des réalités très, très semblables. Donc, moi, je serais super ouverte, notre organisation, à continuer ce partage-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, merci beaucoup pour cette occasion-là. Puis, belle initiative. Merci beaucoup.
Bah, merci encore d'avoir accepté de participer et puis merci pour tous ces échanges également. Bien, et bah, merci à tous également et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour d'autres vidéos dans le cadre de notre événement de la PTCCB, le mois des femmes édition 2025.